à la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser, à la cantorade qui reçoit aujourd'hui Éric Dufour. Bonjour Éric. Bonjour Bernard, bonjour André. Donc avec André, bonjour André. Bon, salut camarade. Oui, salut camarade, on s'appelle souvent camarade tous les deux. Oui. Et donc nous allons à la découverte du Kirghizistan. J'ai du mal à le prononcer. Bon, Kirghizistan. Merci Eric. Et donc avec Eric, qui est allé au Kirghizistan. J'arrivais à le dire facilement. J'aurais dû le répéter un peu plus. Et donc, pour des raisons à la fois ex-professionnelles, puisqu'il a fait 2 ou 3 conférences là-bas, et puis aussi touristiques. Donc on va profiter un peu de quelque part de son voyage. Et donc, le Kirghizistan, c'est quoi ? C'est un État anciennement soviétique, géographiquement isolé. Il a un profil très montagneux. Il est à près de nombreuses péripéties. Devenu en 1936 la République soviétique kirghize, constitutive de l'Union soviétique. Puis ensuite, il est devenu indépendant en 1991, après donc l'éclatement de l'URSS. C'est un pays donc d'Asie centrale, dont la capitale est Bishkek. Merci Eric. À 800 mètres d'altitude, il est entouré par des montagnes et il n'a aucun accès à la mer ou à l'océan, c'est cela, hein ? Tout à fait. D'accord. Et donc peut-être, pour dire donc, Eric. le Kirghizistan, c'est un pays qui fait à peu près 200 000 km² Oui. et qui est entouré à l'est par la Chine, au nord par le Kazakhstan, D'accord. à l'ouest par l'Ouzbékistan et au sud par le Tadjikistan. Oh là là. Beaucoup de stans. Des stans, oui. Mais le Pakistan et l'Afghanistan sont un peu plus loin. Après, donc pour aller là-bas, entre Bishkek et Paris, il y a 5 heures de décalage. 5 heures, ah oui. Et donc pour aller là-bas, il faut compter 10 heures de vol, quoi. 10 heures. Il y a une étape, un arrêt quelque part, un changement oui, d'avion. actuellement, le changement se fait à Istanbul. Auparavant, il se D'accord. faisait à Moscou, mais maintenant, il se fait à Istanbul. Pour des raisons diplomatiques, on ne sait pas. Non, tu sais bien pourquoi, hein, quand même. Ah non, je ne sais pas. Il ne se passe rien, tout va très bien. En Europe, voilà, en ce moment. Mais en tout cas, oui, tout à fait. c'est ça. Mais c'était les 2 possibilités. D'accord. Sachant que le Kirghizistan, on y reviendra peut-être après, Oui, mais le oui, Kirghizistan est un pays qui fait partie de l'environnement turc. Langue turque. Comment ? C'est une langue turque. Il y a eu, c'est pour ça que j'ai pas dit turcophone, parce que certes le turc est un peu parlé, mais je veux dire, c'était surtout, c'est dans l'environnement. Si le kirghize est dans l'environnement de la langue turque, mais je veux dire, ce n'est pas du turc. C'est vraiment spécifique. En plus, aujourd'hui, ce sont des caractères cyrilliques qui sont utilisés, bien que en 1924, lorsque Atatürk est arrivé au pouvoir en Turquie, je veux dire, ils sont passés des caractères arabes aux caractères latins, puisque le turc a changé. Mais donc voilà, c'est l'histoire un peu pour dire que ça a été en cas occupé pendant assez longtemps par l'Empire turc. C'était l'Empire ottoman, c'est ça ? Non ? Oui. Ouais, c'est ça. Ce qui voudrait peut-être dire aussi qu'il y avait une tentative, je ne sais pas, de laïciser un petit peu plus en changeant de langue. Avec Kemal changeant de référence. Tu fais référence à Kemal Atatürk ? Voilà, exact. Oui, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette anecdote de changement de caractère. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'était sous l'influence. Si on reprend un peu l'historique un peu des peuples qui vivent au Kirghizistan, ce sont des tribus qui sont venues de Sibérie, un peu de la vallée d'une rivière qui s'appelle Yenisei au niveau de la Sibérie.
Yenisseï, exactement, au niveau de la Sibérie. Qui vient de Russie, cette rivière Donc oui, non, qui était en Russie, en qui est Sibérie. En Sibérie, carrément. Voilà. Ouais. Et qui sont donc qui ont migré, qui sont allés en Mongolie, mais qui sont arrivés un peu donc à ce qui est aujourd'hui le Kirghizistan. Et après, il y a eu ça a été aussi ces tribus donc ont connu un peu des aventures très très diverses. Il y a eu l'Empire mongol qui a dominé un peu cette région-là à une époque. C'était vers le XIIIe siècle. Mmh. Et puis après, donc il y a les Turcs qui sont donc l'Empire ottoman qui s'est développé, qui a occupé ce territoire. Et puis après, il y a les Russes qui sont arrivés, qui ont pris un peu qui ont mis un peu la mainmise sur ce territoire dans les années 1875. Voilà. D'accord. Donc c'est une civilisation qui est très riche, qui est très riche de différentes expériences. Voilà. D'accord. Et donc ça a été aussi sur la route de la soie. Voilà, c'était la route de la soie. Donc on se permet de te tutoyer ou te vous voyez, Eric? Non, on se tutoie, Bernard, on se connaît bien, et puis André aussi. D'accord, donc on se tutoie. Notre invité dit qu'on se tutoie, alors à nous avec André, bien sûr. Donc avec plaisir. D'autre part, peut-être, oui, mais comment tu connais le Kirghizistan, Eric, comme ça? Parce non, que c'est la première fois que tu y vas, c'est ça? Oui, c'était la première fois que mais tu l'as connu comment? Je l'ai connu au début des années 2000, tout début. J'ai connu donc quelqu'un qui était enseignant-chercheur au Kirghizistan par une collègue brésilienne que j'avais croisée en région parisienne, qui est allée faire un séjour postdoctoral aux États-Unis, et c'est là qu'elle a croisé ce chercheur, ce professeur. Et ce professeur cherchait, quand il était aux États-Unis en stage postdoctoral, et il cherchait aussi à venir avoir une expérience en France, entre autres, en Europe, en tout cas, on dira. Et donc, voilà, c'est comme ça que de fil en aiguille, c'est ça la communauté scientifique. On croise des gens à travers le monde. Enrichissant de ce côté-là. Ouais, et donc, voilà, c'est comme ça qu'on est par cette collègue brésilienne, nous avons été en contact, et c'est comme ça que j'ai découvert le Kirghizistan. Et comme ça, progressivement, tu as appris ce qu'était ce pays. Oui, quoi, que je ne connaissais pas non plus. On parle de communauté scientifique, ce qui présuppose un langage commun. Quel est ce langage alors? Donc, je veux dire, en gros, les formations. Oui, puisqu'on était au niveau formation, mais aussi au niveau recherche. On était tous les deux dans la recherche agroalimentaire. Mais aussi, au niveau scientifique, ce qui, de par une certaine expérience aussi, ce qui permet de dialoguer, très souvent, ce sont les congrès ou les visites dans des laboratoires. Dans les congrès, on rencontre... il y a des sessions scientifiques, bien sûr, mais après, sortir de ses frontières, boit un coup, finalement. On mange ensemble, on visite ensemble, et donc on apprend à se connaître dans toutes les nuances de l'origine de chacun, quoi. Et ça, c'est important. Et en cela, là, on n'est plus vraiment dans le langage scientifique, on est dans le langage humain, où on apprend à connaître les autres. Oui, hein. mais on a toujours l'esprit tourné quand même vers une quête de vérité quelconque. Disons, soit la vérité de l'autre, soit la vérité de la connaissance commune. Mais après, je veux dire, moi, les congrès scientifiques, ça a toujours été un lieu de partage, de connaissances réciproques, que ce soit sur les questions scientifiques, mais aussi sur découvrir des personnes, parce que, comme tu le disais, Bernard, c'est l'occasion où, je veux dire, certes, on fait une présentation dans le cadre d'un colloque, mais après, on se retrouve pour dîner ou pour faire une balade. Et donc, dans ce cadre-là, on échange d'autres choses. Je dirais que c'est même le plus important, parce que parfois, dans ce qui se passe en dehors des exposés que l'on peut faire, dans le cadre d'un congrès, ce qui se passe, ce sont des affinités qui peuvent se faire et qui vont faire qu'on va avoir envie de continuer à dialoguer avec ce chercheur-là et de travailler éventuellement avec lui. J'ai l'impression qu'on parle aussi de
de réunions diplomatiques, d'une certaine manière. C'est un peu ça aussi. Il y a les choses officielles et puis il y a ce qui se passe autour de la table. Pour vous donner un peu, donc, aller dans cette direction-là, je veux dire, donc quand ce collègue professeur de Kirghizistan, donc là, on va simplifier, il est à l'université Manas. On viendra peut-être après sur qui est Manas pour les Kirghizes. Mais donc qui est à l'université Manas à Bishkek. Donc je veux dire est venu donc à l'époque j'étais à l'ENITA de Clermont-Ferrand, donc pas en Bretagne, mais donc au centre de la France, en Auvergne, qui est aussi une très belle région. Et donc il est venu avec une bourse OTAN. De l'OTAN, voilà. Et donc à l'époque, bon, le Kirghizistan avait obtenu son indépendance, mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le service scientifique de l'OTAN a financé des bourses de thèse pour des chercheurs qui étaient donc dans des pays sous, disons, du régime communiste à l'est de. Et c'était accepté par les pays communistes, ce genre de choses, sans problème. Ils n'étaient plus communistes officiellement. Non, mais moi j'en ai connu qui, je veux dire, c'était un peu de permettre de faire connaître à des chercheurs du monde communiste de l'époque, des années, parce que ça a débuté après la Seconde Guerre mondiale. On se dire qu'il y a des chercheurs qui sont venus dans les années 50, 60, 70, 80, 90. Et donc, il y avait des bourses OTAN qui étaient attribuées à des chercheurs de l'Est. Bah voilà, c'est bien. Voilà. Et donc, qui permettaient d'échanger, voilà, d'avoir des échanges, c'est important. Et donc ça, c'était la première. Il est venu 2 fois un an, ce collègue à l'ENITA. Il est venu 2 fois. La première fois, c'était, je me trompe, 2 ans, et donc c'était 2002-2004. Et après, donc, il est revenu une deuxième fois, 2 ans, de 2005 pour faire de la recherche, toujours de la recherche, programme de recherche. Et donc, là, dans ce cadre-là, c'était avec une bourse européenne, puisque donc l'Europe finance aussi des bourses internationales. Et donc, voilà, il a été accueilli 2 fois avec des financements, soit de l'OTAN, soit de Et il était en poste au Kirghizistan à ce moment-là. Il était professeur, oui. Il était professeur, hein, c'est ça. Oui. Il a toujours, il était professeur. Il se détaché pour et donc, oui, il est 2 ans. En séjour sabbatique, ce qu'on appelle universitaire. C'était plus qu'une année sabbatique, c'était 2. Alors, c'était 2 à chaque fois. Quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà pour dire que les façons d'échanger, de façon de financer, on trouve toujours des choses. Et que, oui, la recherche a toujours été un milieu qui a été ouvert et où on pouvait un peu comme ça travailler avec des collègues qui venaient d'autres. C'est ça l'avantage, c'est que la recherche, c'est pas. Si on travaille, je sais pas, sur une fourmi, par exemple, on travaille sur une fourmi, d'accord, mais on raconte ce que l'on a fait sur la fourmi, mais après, on va au-delà dans le cadre d'un congrès, et voilà. Et mais la recherche, en termes de physique, c'est peut-être pas toujours la même chose. En physique, je pense que... moi, je suis pas physicien, base, mais je pense que c'est un peu pareil. J'imagine que, par exemple, en physique atomique, il y a trop d'enjeux, parfois, qui sont derrière. Après, oui. Non, mais je ne saurais pas dire exactement, mais moi je pense qu'il n'y avait pas de secteur. Non. Après, il y a une question d'accréditation, mais je veux dire, la recherche fondamentale en physique, je veux dire, ce n'est pas, c'est quelque chose qui Par contre, de la recherche, j'ai connu pas mal aussi dans le milieu pharmaceutique, entre autres. On peut faire des exposés ou des conférences sur une molécule X, Y ou Z, mais parfois, on ne peut pas tout dire. Bien sûr qu'on ne peut pas tout dire. Et ensuite également, lorsque l'exposé est fini, on va boire un coup, etc. Là aussi, on ne dit pas tout. On parle de certaines choses, mais pas d'autres, c'est tout. Voilà, alors, cette autocensure, elle repose sur quoi ? C'est une sorte d'autocensure, bien sûr, parce qu'elle nous est imposée... Enfin, c'est pas péjoratif, le mot. Parce qu'il y a des brevets qui sont... parce qu'on se l'impose, parce qu'il peut y avoir des brevets, parce que les molécules sont protégées, il y a des effets à l'échelle oui, bien sûr. économique. Oui. Et tu ne diras pas le mécanisme d'action de telle molécule... tu ne rentreras sûrement pas dans les détails parce qu'à ce moment-là, c'est protégé. Tu ne peux pas. Tu vois. Oui. Et d'ailleurs, toutes les molécules ont un numéro de code. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais bon, voilà. Donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est quand même que Eric se présente, qu'il nous raconte un peu qui il est, pourquoi on a commencé à voir pourquoi il est allé en Kirghizistan. Et puis on aime bien
connaître, André. Oui. On aime bien connaître quel est le déclic qui a fait que on s'est orienté par là et pourquoi, Éric, tu n'es pas devenu menuisier ou j'en sais rien, quoi. Pourquoi les choses se sont passées comme ça. Donc, je pense que tu es assez grand pour nous raconter tout cela. Merci, Éric. Oui, donc oui, je suis assez grand parce que j'ai bientôt avoir 65 ans. Donc oui, t'es un jeune pour André et moi. L'âge de la sagesse qui commence. Tout à fait. Ça commence. Pourquoi je suis arrivé là, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi je suis allé dans cette direction. Mes parents étaient agriculteurs et donc c'est vrai que l'agriculture m'a toujours intéressé. Vers Clermont-Ferrand, en Bretagne? Pas du tout, non plus, je suis désolé. Et dans le nord de la France, à côté de Cambrai. D'accord. La bêtise de Cambrai. Oui, il y a beaucoup de bêtises là-bas. Et donc, voilà, et donc ils étaient agriculteurs, c'était la polyculture élevage. Et puis, disons qu'avec mes frères et ma sœur, on a travaillé sur l'exploitation entre 10 ans et 20 ans. Aujourd'hui, ça serait interdit. Je veux dire, les services sociaux iraient arrêter mes parents. Mais à l'époque, ça se faisait. Et puis moi, j'ai pris grand plaisir. Et donc, c'est pour ça que ça a orienté un peu tout ce qui a été ma formation. C'était le contact avec la nature ou le fait de l'exploiter, quoi? C'était la question de participer à des activités familiales, parce que voilà, il y avait aussi c'était des temps d'échange privilégiés, comme je veux dire. Bien sûr. Des moments aussi difficiles, parce que c'était parfois... Solidarité familiale. Voilà, oui, c'était tout ça. C'était des moments très riches que moi, je m'ont beaucoup marqué. D'ailleurs, j'en reparle. Là, j'ai écrit récemment un article pour l'Institut des hautes études pour la science et la technologie sur un peu l'agriculture, en commençant justement avec cette période adolescente de mon adolescence. Et donc, après, j'ai fait des études, différentes études, et donc qui ont conduit à... axé sur l'agriculture. Ingénieur agronome, à Rennes, d'ailleurs, je suis diplômé Agricole ou agronome? Ça dépend comment. Ça veut dire quoi, agricole? Ça veut dire quoi, agronome? Aujourd'hui, c'est l'Institut agro Rennes-Angers. C'est l'école rue de Brest, c'est ça, l'école d'agriculture? Rue de Saint-Brieuc. Oui, je vois aussi. Et après, non, il n'y a pas pour moi, il y a des ingénieurs qui sont dans le domaine de l'agronomie. De très bonnes équipes. Et de l'agriculture. Philippe Legrand, tu as connu en biochimie. Tout à fait. J'ai eu comme enseignant, Philippe. Il était tout jeune enseignant, parce que ça remonte à quelques années. Très bon chef d'orchestre, Philippe Legrand. Je sais, oui, tout à fait. Il dirige l'équipe, l'orchestre universitaire. Oui. Et on s'est croisés il y a un an. Donc, oui, j'en étais là, à ça. Je ne sais plus, tu m'as coupé là dans ce que je voulais. Et donc, oui, sur les aspects agronomie, agriculture. Oui, la définition agriculture, ça englobe tout ce qui est l'agronomie et aussi les aspects vétérinaires. Oui. Alors qu'ingénieur agronome, on est plus sur les aspects agronomie. Donc voilà, après, je sais que dans le passé, il y avait des définitions, mais je ne rentrerai pas dans ce débat entre ingénieur agronome, ingénieur agricole. On va pas y rentrer. Sachant que j'étais aussi dans une école qui avant que je ne sois enseignant dans cette école, était une école ingénieur des techniques agricoles. Voilà. En France, on est très bon pour segmenter les choses, à la différence d'autres pays. Et donc, moi, je préfère dire ingénieur en agronomie, incluant aussi l'agroalimentaire, parce que je me suis orienté vers l'agroalimentaire. Ma troisième année dans cette école était... Pourquoi le choix de l'agroalimentaire comme cela parce que... bonne question. En fait, ça s'est un peu fait comme cela. J'avais pas envie particulièrement. J'avais envie d'être dans le domaine agricole, au sens large du terme, dans sa plénitude. Et donc, il se trouvait qu'à un moment, j'ai fait mon stage de fin d'études dans un laboratoire qui s'appelait Station de recherche sur la viande, et je me suis orienté à ce moment-là sur la recherche dans le domaine agroalimentaire sur la viande, alors que les premières années de mes études, il y a un moment, j'étais très intéressé par tout ce qui était biologie végétale. J'avais fait des modules supplémentaires sur tout ce qui était à l'époque une nouvelle technique, la culture in vitro des végétaux. Donc voilà. Et après, c'est la vie qui fait qu'à un moment, on bifurque dans telle direction. Et voilà. Il y a un lien avec l'adolescence et puis la structure familiale au départ.
Oui, mais c'était une ferme de polyculture élevage, donc voilà, donc oui, oui. il y avait pas de, oui, il y avait pas d'orientation a priori. Est-ce que quand tu étais jeune, Ouais. on va dire petit, quoi. Mais je suis encore jeune, oui. C'est vrai, excuse-moi. C'est vrai que... Non, André et moi, c'est parce qu'on est vieux. Non, on n'est pas vieux, Non, on est mûr. On est mûr, oui. C'est ça. Oui, vas-y, Bernard, je t'écoute. Est-ce que quand tu étais plus jeune, voilà, on va dire, même si tu es toujours jeune, bien sûr, est-ce que tu étais quelqu'un qui pouvait tomber en admiration devant une grenouille, qui regardait les plantes avec beaucoup de passion? Est-ce qu'il y avait de la poésie ou pas, ou de la curiosité quand tu étais jeune, hein? Oui, de la curiosité, oui. Il y avait l'envie de découvrir l'environnement, de voir un peu, je veux dire, la vie. Là où on met les pieds. Là où on met les pieds, mais la vie dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire depuis le végétal, l'animal. Absolument, oui. Et donc là, oui, je veux dire... Ça t'a envie d'aller plus loin, peut-être, non? À l'époque, je pense, honnêtement, je me souviens, je me posais pas ce type de questions. Non. J'aimais bien découvrir, comprendre les choses, être acteur. Mais de là à dire que je me suis passionné pour des grenouilles, non. Par contre, découvrir, oui, je veux dire, un lièvre, comment vit un lièvre, comment, je veux dire, comment ça t'a toujours intéressé, sur un territoire, quoi. comment il se déplace, comment il se reproduit, et quelle est la différence par rapport à un lapin de Garenne. Il y a des grandes différences. Une fois, j'ai vu dans un journal pour enfants que le lièvre faisait un terrier. Ça m'avait fait bondir, parce qu'un lièvre ne fait pas un terrier, il fait un gîte. Voilà. Et donc, d'être au contact, oui, avec la nature avant l'heure, parce que, je veux dire, au début... Toute la nature. Et au début des années 60, on peut se dire, voilà, ce contact, on n'en parlait pas. Mais moi, j'ai eu la chance d'être au contact et dans un environnement particulier qui était une exploitation agricole. Et donc, c'était une série de déclics, quoi, finalement, pour toi. Disons, ça a été, oui, c'est ce qui m'a construit. Voilà. C'est ce qui m'a construit et donc ce qui a été mon fil directeur et qui, je pense, a orienté après ma vie. Ouais. D'accord. Et qui l'oriente toujours, oui, je pense. Oui, j'en doute pas. Le fait d'habiter Gauvin maintenant, d'être au conseil de développement, de réfléchir, un peu d'avoir des projets autour du développement du territoire, c'est aussi, je pense... La grande ferme. Et donc, auparavant, tu étais professeur à l'ENITA, c'est ça? Oui. C'est l'école normale? Non, c'est l'école nationale d'ingénieurs des techniques agricoles, dont je parlais tout à l'heure, de Clermont-Ferrand. Qui aujourd'hui s'appelle VET AgroSup. Ah oui, on a changé, oui. Mais après, c'est la même chose. Ça mais ces zéniths, si on dit quelques mots dessus, les zéniths sont apparus, parce qu'on appelait ça les zéniths. Il y en avait 5 en France, dans différentes villes. Et donc, c'était des formations qui étaient apparues dans les années 60, dans les grandes réformes de l'enseignement agricole des années 60, et donc qui formaient des ingénieurs des techniques agricoles en 4 ans après le bac. D'accord. Et donc, c'était pas les ingénieurs agronomes ou d'agriculture qui étaient à bac plus 5, mais tout ça a été homogénéisé dans les années 90, et les zéniths sont devenus des formations à bac plus 5, et donc avec des d'ingénieurs et donc de master, de grade de master, comme on parle à l'université en France aujourd'hui. Donc, nous avons fini cette première chronique, puisque nous faisons 2 chroniques. On a fait connaissance avec Eric. On a commencé à parler de ce pays qu'est le Kirghizistan. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour aller plus loin, c'est-à-dire pour voir ce qu'il a fait, Eric, là-bas. Pour voyager. Un ou deux exposés qu'il a fait, et aussi découvrir un peu, à travers les voyages qu'il a fait, ce pays. On vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end. Prenez soin de vous. Merci Eric. Merci beaucoup à vous. Merci André. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir À toutes et à tous.